Située dans l'océan Atlantique Nord, entre le Groenland et la Norvège, l'Islande est une île volcanique à la nature grandiose et unique au monde. Pourquoi les hommes ont-ils un jour colonisé l'Islande ? Cette île lointaine, froide, balayée de vents incessants, inlassablement travaillée par des forces naturelles impétueuses et souvent même effroyables. La variété et l'immensité de ces paysages hors du commun, comme dotés d'une force brute originelle, sont le fruit d'un volcanisme intense, presque sans égal à l'échelle du globe. Située sur la partie émergée d'une dorsale océanique, à la jonction de deux plaques tectoniques qui s'écartent et au-dessus d'une remontée de magma, l'Islande porte une centaine de volcans actifs. Beaucoup d'entre eux sont par ailleurs enveloppés de gigantesques glaciers, comme le Vatnajökull, le plus grand d'Europe. Lave, scories et cendres ont fini par recouvrir une grande partie du sol islandais. Un paradis pour volcanologues, mais pas pour celui qui veut y cultiver le sol, aujourd'hui bien peu fertile. Et pourtant, les hommes qui arrivant de Norvège au IXe siècle ont choisi de s'y installer, n'y ont pas trouvé qu'un désert de lave, bien au contraire. C'est ce qu'explique Þröstur Eysteinsson, le directeur de l'Office national des forêts islandaises. Le plus frappant avec la végétation islandaise, c'est sa pauvreté, voire son inexistence pure et simple. Lors de la colonisation, le premier réflexe des nouveaux arrivants a été, comme partout, de défricher, de raser les arbres pour exploiter la terre et construire des habitations. Il fallait libérer de l'espace pour le bétail. Bien sûr, cette exploitation servait aussi à montrer son pouvoir, sa richesse. Les premiers signes d'érosion se sont toutefois rapidement manifestés. Et celle-ci s'est poursuivie au fil des époques avant d'atteindre son paroxysme au tournant des 19e et 20e siècles. On estime que seuls 5% des forêts qui recouvraient l'Islande lors de l'arrivée des colons ont survécu. Les 95% restants ont été détruits. L'Islande primitive était donc un pays boisé et fertile. Ce qui constitue aujourd'hui l'essentiel des forêts en Islande, ce sont les bouleaux qui ont échappé à la déforestation et les forêts plantées par l'homme. Le bouleau islandais étant généralement petit et noueux, on a décidé d'importer des espèces non locales, des arbres plus grands, qui fourniraient davantage de bois, comme par exemple le pin, diverses variétés d'épicéas, du mélèze et d'autres encore. Et le bouleau, lui, a continué de se propager. Depuis plus d'un siècle, l'Islande s'est donc lancée dans un fantastique programme de reboisement et de lutte contre l'érosion, dont la pierre angulaire est la production de graines à grande échelle sous la houlette de l'Office national des forêts et du service de la conservation des sols. Les graines sont bien sûr la base de toute reforestation. Nous produisons les nôtres en partie dans de grandes serres, comme ici à Akureyri, ou bien à l'air libre dans des vergers à graines, où nous avons sélectionné des espèces non endémiques qui ont démontré leur capacité à résister au climat islandais. Nous plantons aujourd'hui entre 3 et 4 millions d'arbres chaque année, nombre que nous prévoyons de doubler dans les années à venir, ce qui représente une croissance considérable pour nous. Malgré nos efforts, on ne s'attend toutefois pas à ce que la superficie des forêts s'étende rapidement en Islande.
Cela fait 120 ans que nous travaillons à la reforestation. Et les forêts plantées par l'homme ne recouvrent aujourd'hui qu'environ 5% du territoire. Nous nous sommes donné pour objectif d'atteindre 12%. Mais si l'on y parvient, ce sera en grande partie grâce à la propagation naturelle du bouleau. La lutte contre l'érosion des sols est donc un enjeu vital en Islande, la majeure partie du territoire souffrant encore de ce fléau. Les efforts colossaux menés dans la première moitié du XXe siècle ont permis d'endiguer le phénomène au moins près des zones habitées. L'accent est aujourd'hui mis sur la reconstitution de sols féconds et la restauration de certains écosystèmes endommagés. C'est le cas au pied du mont Hekla, l'un des volcans les plus actifs de l'île, où un ambitieux programme de reboisement vise également à protéger les terres agricoles alentours. Nous voulons redonner naissance ici à une végétation capable de piéger les cendres lors de la prochaine éruption du volcan Hekla et éviter ainsi qu'elle se disperse pendant des années et endommage la flore environnante. Comme il s'agit d'une zone très étendue, d'environ 90 000 hectares, nous comptons beaucoup sur la propagation naturelle du bouleau pour reboiser la région. Planter des arbres sur l'ensemble de la zone serait trop coûteux et prendrait trop de temps. Les forêts préviennent évidemment l'érosion. Elles assurent aussi la fertilité des sols à long terme. Il y a 100 ans, de nombreux Islandais n'avaient jamais vu de vrais arbres et ne croyaient tout simplement pas qu'ils étaient capables de pousser ici. Le fait de voir la forêt se développer, de se rendre dans un lieu où peut-être 20 ans auparavant il n'y avait rien et où aujourd'hui la végétation est florissante, c'est extrêmement gratifiant. Quelle expérience formidable de se rendre compte qu'on a contribué au développement de la végétation dans son pays, ce qui était par ailleurs absolument vital. Je pense que l'avenir comporte un certain nombre de défis, de problèmes complexes que l'humanité, que la société, devra affronter et résoudre. Mais nous y parviendrons. Le développement des forêts islandaises contribuera à cet égard à piéger un peu plus le dioxyde de carbone qui surcharge et empoisonne l'atmosphère terrestre. Si l'Islande est assurément une terre de feu, elle est aussi une terre d'eau. Elle y est omniprésente à toutes les étapes de son cycle. D'innombrables rivières tumultueuses, alimentées par la fonte des glaciers et les précipitations, parcourent le pays, dégringolant souvent en chutes impressionnantes dans les failles volcaniques. Celles de Dettifoss, hautes de 44 mètres, sont considérées comme les plus importantes d'Europe en termes de débit. Nombre de chutes d'eau en Islande sont exploitées pour leur fort potentiel hydroélectrique. Une énergie qui assure près de 80% de la production électrique nationale. De grands barrages alimentant des centrales fournissent ainsi aux fonderies d'aluminium une électricité d'origine 100% renouvelable et bon marché. Un secteur largement critiqué par les défenseurs de l'environnement en Islande qui dénoncent le pillage des ressources naturelles et des pollutions. La rencontre de l'eau et de la chaleur du sol volcanique confère aussi par endroits au paysage une ambiance qui ne manque pas de panache. Dans le décor fabuleux du volcan Engitl, Daniel Magnusson aime à venir se ressourcer. Ici, c'est la nature qui rythme nos vies. Après un hiver rigoureux, froid et battu par les vents, on aime renouer avec la terre durant l'été. C'est tellement précieux d'être à l'air libre, de profiter de la lumière du jour, de se reconnecter à notre environnement.
Mon lien avec la nature, je le résumerai au fait de pouvoir prendre mon vélo, quitter la ville, quitter le tumulte, savourer le silence et la tranquillité en parcourant ces lieux déserts. Grimper de telles côtes demande une énergie monstrueuse. C'est éprouvant au possible. On se demande pourquoi on s'impose une chose pareille. Mais quand on arrive en haut, à bout de force, c'est tellement agréable de se poser, de s'accorder un moment de répit, dans le calme et le silence, d'apprécier simplement le fait d'être au cœur de la nature. On en profite pour boire un peu d'eau, reprendre des forces avant d'entamer la descente, qui n'est pas moins exigeante. Ce que j'aime le plus, c'est sans doute l'absence totale d'arbres. Cette vue prenante, quelle que soit la direction où l'on regarde. Seules les montagnes peuvent réduire votre champ de vision. Mais ces montagnes, cette nature, cette terre, offrent de telles explosions de couleurs, d'infinies nuances de vert, de marron, sans oublier les sources chaudes. Il y a quelque chose de libérateur dans la descente. Cette montée d'adrénaline, les muscles qui se tendent. Mon plus grand défi quand je fais du VTT, c'est de ne pas endommager cette nature fragile sur mon passage. On court toujours le risque de creuser un sillon derrière soi en freinant brusquement, par exemple. Ce sillon peut se remplir d'eau et laisser une trace indélébile dans le paysage. J'essaie toujours de garder la nature à l'esprit, de penser au fait qu'elle doit rester intacte pour les générations futures. On espère toujours qu'elles auront, comme nous, la possibilité de la voir, de l'admirer telle qu'elle est, et qu'elle n'aura pas été trop marquée par le passage de l'homme. Depuis les années 1930, les Islandais tirent aussi profit de l'énergie géothermique pour se chauffer et se fournir en eau chaude à moindre coût. Cette énergie est désormais exploitée par la nouvelle génération de centrales, comme celle d'Hellisheiði, l'une des plus importantes au monde. Via un réseau de chaleur, celle-ci alimente entre autres l'agglomération de Reykjavik. Elle produit également de l'électricité en utilisant la vapeur d'eau produite. Grâce à sa géologie très particulière, l'Islande jouit d'un immense réservoir géothermique. Traversée du nord-est au sud-ouest par une barrière de feu, l'île bénéficie d'un sous-sol à température élevée. Elle reçoit par ailleurs d'importantes précipitations qui s'infiltrent dans ce sous-sol jusqu'à une profondeur maximale d'environ 3 km. L'eau y est chauffée par les roches et remonte, notamment sous forme de sources chaudes, comme celle qui parsème le volcan Hengitl. C'est lui qui alimente les 2 centrales géothermiques voisines. Le volcan alimente également la ville de Hveragerði, capitale islandaise de la culture sous serre. Grâce à la géothermie, les Islandais peuvent désormais cultiver eux-mêmes une part importante de leur consommation de fruits et légumes et réduire ainsi leur dépendance alimentaire. Au pied du volcan s'est installée l'école d'horticulture. Sa directrice, Guðríður Helgadóttir, travaille main dans la main avec les maraîchers pour améliorer les conditions de production.
L'école a été fondée en 1939, à une époque où la culture sous serre était en plein essor. Il était devenu nécessaire de proposer une formation de maraîchers qui corresponde aux conditions spécifiques à l'Islande, comme par exemple l'usage de la géothermie. Une formation qui prenne en compte cet environnement différent de nos pays voisins. L'avantage d'avoir à disposition des ressources telles que la géothermie et l'électricité renouvelable est que nous n'avons pas besoin d'avoir recours aux énergies fossiles ni au nucléaire pour chauffer et éclairer nos serres. Pour nous, c'est sans doute la façon la plus écologique de cultiver des aliments. À l'école d'horticulture, nous produisons peu et nous ne vendons pas notre récolte. Et comme nous enseignons la culture des légumes et des fruits, il est nécessaire que nos étudiants aient accès aux plantes. Dans nos serres, nous avons en permanence des tomates, des concombres et des poivrons. Occasionnellement, nous cultivons du piment, des melons, des herbes aromatiques et de la salade. Ce qu'on trouve ici constitue en vérité un petit échantillon de ce qui est produit sous serre en Islande. L'Islande produit environ 70% des tomates qu'elle consomme chaque année et 20 à 30% des poivrons. L'essentiel de nos recherches aujourd'hui vise à proposer des moyens de production aussi économes que possible, en réduisant par exemple le coût de l'éclairage électrique. Nous avons testé les habituelles lampes à vapeur de sodium à haute pression, mais aussi des lampes à LED moins gourmandes en énergie. Nous sommes également en train d'expérimenter de nouvelles cultures pour voir ce qui s'intègre le mieux à la géologie islandaise. L'école est notamment célèbre pour sa bananeraie, probablement la plus septentrionale au monde. Ici, les bananes sont cultivées en quarantaine depuis 70 ans et on peut constater, rien qu'en les regardant, à quel point ces plantes sont saines. C'est dû au fait qu'elles ne sont pas exposées aux maladies et aux parasites qui attaquent les bananiers partout ailleurs. Un génome pur, qui n'a pas été fragilisé par diverses pathologies, peut constituer un atout majeur. Peut-être même qu'à l'avenir, nous pourrons fournir au monde des bananes islandaises. Le climat s'est réchauffé ces dernières années et les plantes semblent connaître une croissance plus longue. Auparavant, les périodes de gel n'étaient pas rares à la fin du printemps et l'automne était plus court. Nous pouvons donc aujourd'hui cultiver des plantes qu'il nous était impossible de faire pousser il y a 15-20 ans. C'est grâce aux ressources que nous fournit la nature que nous pouvons chauffer nos serres et cultiver des fruits et légumes qui autrement ne pousseraient pas en Islande. D'un autre côté, il nous faut préserver ces ressources. L'énergie géothermique doit rester exploitable durant les siècles à venir si nous voulons continuer à produire localement. Nous devons aussi surveiller notre consommation d'eau. Lorsque nous cultivons sous serre de manière autosuffisante et durable, nous travaillons au rythme de la nature. Pour moi, il est évident que nous n'arriverons jamais à dompter la nature islandaise. Elle suit son propre chemin, et c'est à nous d'apprendre à vivre avec, d'utiliser nos ressources d'une manière intelligente, de conserver un équilibre en quelque sorte. La nature profonde du pays s'exprime pleinement dans le parc national de Thingvellir, célèbre notamment pour la faille de l'Almannagjá, manifestation visible de l'immersion de la dorsale océanique au niveau de l'Islande. La vallée de Thingvellir tout entière est une zone d'effondrement lardée de failles et témoigne donc du mouvement des plaques tectoniques sur le territoire. Les falaises de Lögberg
continue ainsi de s'écarter au rythme de 2 cm par an. C'est dans ce site à la beauté austère et à l'acoustique exceptionnelle, au lieu de l'identité nationale, que furent proclamés en 930 le premier État libre islandais et son parlement, l'Alþing. Île au paysage continuellement changeant, l'Islande déroule un littoral toujours varié, où se sont naturellement installés les premiers colons. Au nord de Reykjavik, la péninsule de Borgarnes se singularise par sa platitude et ses estrans de sable blanc, une rareté en Islande. Ici comme ailleurs, le long des côtes, se perpétue la collecte du duvet de canard eider, une matière rare, donc recherchée, et dont l'Islande fournit 70% de la production mondiale. Svanur Stenarsson et son épouse veillent avec amour sur leur petite colonie et entretiennent cette pratique d'amicale réciprocité entre les hommes et les animaux. La collecte du duvet existe sans doute depuis l'arrivée du premier homme en Islande. Les Islandais en ont toujours fait usage. On a vite constaté que le duvet d'eider était beaucoup plus isolant que les plumes des autres oiseaux. Ce qu'il a de singulier, ce sont ces petits crochets et leur parfaite adhérence entre eux, qui offrent une isolation idéale pour la fabrication des édredons. L'air chaud reste emprisonné entre les plumes. Nous n'utilisons généralement que le duvet de la femelle, car elle le perd naturellement dans son nid. Ainsi, nous pouvons le recueillir sans avoir à plumer l'oiseau. Quand l'eider commence à couver, son duvet tombe tout seul. Nous essayons de rester aussi discrets que possible. Nous laissons le temps à la femelle de se familiariser avec nous. Il nous arrive même de lui parler. Ensuite, nous lui faisons quitter son nid. Nous écartons les œufs, puis nous recueillons le duvet. Nous le mettons dans un sac. Nous prenons toujours avec nous du foin. Avec ce foin, nous recouvrons les œufs une fois qu'on les a remis dans le nid. C'est pour éviter que les prédateurs ne les voient et pour qu'ils restent au chaud jusqu'au retour de la mer. Nous sommes évidemment très attachés à cet oiseau. Notre rôle est aussi de le protéger. C'est pourquoi nous lui donnons toujours la priorité. S'il pleut, nous ne le dérangeons pas. Il doit pouvoir faire grandir ses petits. Nous travaillons toujours à améliorer les conditions de nidification de la colonie. Nous maintenons les visons et les renards à l'écart, et aussi les oiseaux prédateurs qui s'attaquent aux œufs et aux poussins. C'est un privilège de vivre au rythme de cette faune, de s'en occuper. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais quand on commence à s'y consacrer, la vie ne tourne plus qu'autour de ça. La légende des Vikings hante nombre de lieux le long des côtes. Au sud, l'étonnante colline de Hjörleifshöfði était à l'origine une île. Elle aurait été le lieu d'habitation de l'un des 2 premiers colons norvégiens installés de façon permanente en Islande.
À l'extrême sud-est, le site de Vestrahorn est l'un des plus saisissants d'Islande. La forme singulière, presque inquiétante des montagnes, dominant le miroir de la plage noire, est devenue un paysage très recherché des photographes. Vestrahorn fut aussi un lieu précoce de peuplement. La côte sud-est de l'île se caractérise par ses immenses plages noires, les Sandur. Ces grandes plaines d'épandage sont formées par les sédiments inlassablement charriés et déposés par la fonte des glaciers. Un phénomène amplifié en Islande par les éruptions sous-glaciaires des volcans qui se situent sous l'immense calotte du Vatnajökull. L'Islande doit tout autant sa physionomie actuelle aux glaciers qu'au feu de ses entrailles. Ce sont eux qui, à l'âge glaciaire, ont creusé à l'ouest, au nord et à l'est des fjords puissants et aiguisé les crêtes des montagnes. Sur la côte sud, de nombreux bras issus des glaciers périphériques du Vatnajökull se sont frayés un chemin à travers de majestueux reliefs. Au front de ces langues glaciaires se créent le plus souvent des lagunes où viennent flotter les blocs de glace qui s'en sont détachés. Formées, semble-t-il, au 5e siècle avant notre ère, les calottes islandaises ont atteint leur taille maximale pendant le petit âge glaciaire entre le 15e et le 19e siècle. Bien qu'ils représentent encore 11% de la superficie de l'île, ils ont fortement reculé depuis les années 1990. Le petit glacier du Snæfellsjökull recouvre lui le volcan éponyme. À l'extrémité ouest de l'Islande, tous deux dominent les somptueuses falaises de Londragar et leurs étonnantes formations géologiques. Un site qui, comme la plage voisine de Djúpalón et de nombreux autres en Islande, a vu sa fréquentation fortement augmenter avec le développement croissant du tourisme, non sans conséquences. Des lieux que le paysagiste Gunnar Óli Guðjónsson, aidé de son équipe de bénévoles, essaie justement de protéger. Ici, sur la plage de Djúpalón, nous avons reconstruit un sentier pédestre qui était en mauvais état. Des flaques de boue s'étaient formées suite au piétinement répété des touristes qui viennent en nombre ici chaque année. Le sol est particulièrement fragile dans ce paysage de lave. Il fallait donc construire un sentier qui mène du parking au bord de mer. Depuis tout petit, je travaille avec mon père dans la construction végétale. Et j'ai l'habitude d'employer des matières naturelles, telles que la tourbe, la roche ou bien le bois flotté. C'est lui qui m'a appris toutes les techniques à mettre en œuvre. De mon côté, je me suis davantage concentré sur la conception même de ces constructions et d'autres aspects comme l'impact écologique ou la récupération des sols. Dans mon travail, je m'attache principalement à restaurer l'écosystème local. Le paysage en Islande est en train de se métamorphoser avec le réchauffement climatique. La fonte des glaciers entraîne des transformations majeures. Le climat un peu plus doux permet à des espèces jusque-là inconnues de s'implanter en Islande, ce qui change évidemment la face du pays. On connaît également une explosion touristique depuis quelques années. Le sol et la végétation très fragile supportent mal ce nombre grandissant de voyageurs. De mon côté, je m'efforce autant que possible de contrecarrer ces changements.
de remédier à l'érosion provoquée par ce piétinement régulier. Nous essayons de construire quelque chose qui soit en parfaite adéquation avec le paysage, avec la nature, en utilisant des matériaux trouvés sur place, comme de la roche volcanique ou des pierres échouées sur la plage. Toujours avec l'idée que cette marque que nous laissons sur le paysage se mêle à l'environnement et ne fasse plus qu'une avec lui. Les gens qui viennent en Islande veulent observer et profiter pleinement de ces lieux magnifiques où j'ai la chance de pouvoir travailler. Je veux que ce soit la nature qui attire tous les regards plutôt que ce que j'y ai construit. À l'extrémité nord-ouest de l'Islande s'étend l'une des régions les plus reculées et sans doute l'une des plus spectaculaires de l'île, les fjords de l'Ouest. C'est donc à l'inverse des grands sites touristiques, l'un des endroits les moins visités du pays. Les paysages de cette vaste péninsule déploient pourtant une beauté sauvage, comme vierge, époustouflante. Dominant l'un des nombreux fjords, l'impressionnante cascade de Dynjandi, avec ses 100 mètres de chute, rappelle que si la roche est ici d'origine volcanique, l'eau a largement contribué à lui donner ses formes. Des formes par ailleurs très vigoureuses. Les pentes des reliefs étant souvent très abruptes et entraînant de constants risques de glissement de terrain. Ce sont en effet les glaciers du Quaternaire qui ont avant tout raboté les sommets et les flancs des montagnes, créant au passage de larges vallées. Ils ont aussi puissamment indenté le littoral en une succession presque interminable de fjords majestueux. L'un d'eux, Hestfjordur, doit son nom au mont qui le surplombe, Hestur, qui signifie cheval. Les Vikings estimaient que sa forme leur rappelait le plus utile des serviteurs, sans lequel la colonisation de l'Islande n'aurait pu s'effectuer, ni aucun déplacement d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle. L'Islande n'ayant jamais été rattachée à aucun continent, sa faune terrestre compte très peu d'espèces, et il n'y avait en tout cas pas de chevaux lorsque les Vikings l'abordèrent au IXe siècle. Il fallut donc les y importer, sans doute de Norvège, et peut-être des îles situées sur les routes maritimes entre les deux pays. Toujours est-il que la race s'est affirmée au fil des siècles, devenant relativement homogène, puisque dès 982, une loi du Parlement islandais interdit toute introduction d'autres races de chevaux sur l'île. Aujourd'hui, on compte quelques 80 000 chevaux en Islande, dont l'élevage est bien sûr une tradition. Au nord du pays, Sigríður Sverridóttir, aidée de son fils Egill, perpétue l'héritage familial. Autrefois, les chevaux constituaient principalement un moyen de transport. On les utilisait pour aller au village et se déplacer d'une ferme à l'autre. Ils sont ensuite devenus un outil précieux pour rassembler les moutons ou pour la récolte des foins. C'est surtout pour cela que mon arrière-grand-père et mon grand-père les utilisaient. Mes parents ont ensuite commencé à élever des chevaux pour les vendre, aussi bien des chevaux de compétition que des chevaux de selle. J'ai pour ainsi dire grandi à cheval. J'ai toujours connu ça. Et mes enfants aussi. Pour moi, le cheval islandais est intimement lié à l'Islande elle-même. Il est arrivé avec les premiers colons
Il est tout à fait singulier et je pense que les Islandais y sont particulièrement attachés. C'est pourquoi on ne veut pas importer d'autres races de chevaux ici. Le cheval islandais se situe entre le poney et le grand cheval. Il est de taille moyenne et très fort par rapport à sa taille. Il est trapu et robuste. Les chevaux islandais ont en effet développé une grande résistance aux conditions climatiques rudes dans lesquelles ils évoluent. Ils ont aussi la particularité de posséder fréquemment 5 allures, en plus des 3 allures habituelles, le tölt et le skeith, ou amble volant, que tous ne maîtrisent pas toutefois. Le tölt est l'allure que je préfère, et c'est sans doute le cas pour la plupart des gens. C'est une allure particulièrement douce et confortable. Il n'y a qu'une seule patte qui touche terre à la fois. On observe donc une sorte de roulement d'une patte à l'autre. On peut pratiquer un tölt très lent, mais aussi accéléré sans problème. L'amble volant, lui, est une allure à 2 temps. Les 2 pieds latéraux touchent terre au même moment. Ce n'est pas une allure qu'on utilise pour une randonnée tranquille, mais plutôt pour des sprints sur de courtes distances. C'est donc plutôt une allure de compétition. Des compétitions de haut niveau auxquelles mère et fils participent en Allemagne ou au Danemark. Mais rien ne remplace la vie dans la ferme au fond de la vallée. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir vivre ici, d'être éleveuse, d'être entourée d'animaux. C'est à vrai dire la seule chose que j'ai envie de faire. Le littoral nord de l'Islande est lui aussi entaillé de grands fjords, comme l'Eyjafjörður, le plus profond du pays, ouvert sur l'océan Arctique. La rivière Fnjóská s'y jette en formant un delta à la beauté réputée, tout en méandres, havre de paix pour de nombreux oiseaux. En surplomb de l'estuaire se dressent quelques habitations qui semblent comme ensevelies dans la végétation, ne serait-ce leur façade de bois et l'encadrement des fenêtres. Ces maisons végétalisées sont parmi les rares témoins de ce que fut l'architecture traditionnelle islandaise depuis l'époque de la colonisation où elle fut importée de Scandinavie et durant les siècles qui suivirent. Construites essentiellement à partir de pins de tourbe, les maisons traditionnelles islandaises traduisent tout à la fois le manque de matériaux de construction, notamment le bois de chêne utilisé en Norvège, et le besoin de créer des habitations à l'isolation suffisamment efficace pour résister à un climat très rude. Ce type de construction a perduré jusque dans les années 1950, et certains ensembles sont aujourd'hui protégés au titre des monuments historiques. Sur le site de Tyrvingstaðir, une association ravive le savoir-faire de la construction végétalisée sous la houlette d'un professeur, Helgi Sigurðsson. Au sein de l'école des métiers anciens, nous avons actuellement une formation qui accueille des professionnels venus d'Écosse. Ils sont là pour apprendre à construire des maisons en tourbe. La plupart de ces constructions ont disparu chez eux. Et les Écossais souhaitent en réhabiliter quelques-unes. Malheureusement, ils ont perdu ce savoir-faire. C'est pourquoi ils viennent ici pour apprendre nos techniques.
La tourbe est un matériau appréciable que nous avons en abondance. On peut dire bien des choses sur sa composition. Ce sont des racines qui plongent en profondeur dans la terre, se mêlent à de l'argile rouge qui rend la matière encore plus compacte et en fait un excellent matériau de construction pour élever des murs, car il ne se tasse pas. C'est une matière plutôt solide et isolante, avec une longue durée de vie, surtout si elle reste sèche. L'ancienne ferme sur laquelle Helgi fait travailler ses stagiaires fut utilisée jusqu'en 1969. Sa restauration par l'association n'a commencé qu'en 2007. Dans le cadre de cette formation, nous avons décidé de reconstruire une vieille grange de petite taille. L'objectif, comme pour toutes nos formations, est que nos élèves soient capables d'ériger de tels murs tout seuls. Les Islandais ont aujourd'hui la grande responsabilité de transmettre ce savoir-faire aux générations futures, ainsi qu'à nos voisins du monde entier. Évidemment, plus personne ne vit dans des maisons en tourbe, et ce pour une raison simple. Si elles sont agréables à vivre par temps sec, les conditions sont effroyables par temps humide. Ce sont des habitations très difficiles à chauffer convenablement. Je travaille avec la tourbe, une matière que peu de gens ont l'occasion de manipuler. Mais en vérité, je ne vois pas vraiment de différence entre construire un mur en pierre ou le construire en terre. On est pris d'un énorme sentiment de liberté quand on est à l'air libre, quand on n'est pas obligé de rester enfermé dans un bâtiment poussiéreux. Et c'est précisément pour ça que c'est un travail qui me plaît. Descendant des glaciers des hautes terres d'Islande, la rivière Øystarijökulsá est célèbre pour ses gorges colorées et son cours sinueux. Un décor enchanteur pour les amateurs de rafting qui viennent de toute l'Europe pour affronter ces nombreux rapides. Plus à l'est et plus au nord encore, se déploie le canyon d'Ásbyrgi. Né il y a quelques milliers d'années seulement, cette étonnante formation naturelle est le fruit de la puissance dévastatrice des débâcles glaciaires du Vatnajökull. Ancien lit d'un fleuve qui coule non loin, ce canyon a plutôt des allures de cirque, ceint de murailles de 100 mètres de haut, rappelant la forme d'un fer à cheval. Les Vikings considéraient d'ailleurs cet énorme ravin comme l'empreinte du sabot de Sleipnir, le cheval volant du dieu Odin. Non loin, dans l'une des zones volcaniques les plus actives d'Islande, se dressent Dimmuborgir, les châteaux noirs, aux allures de citadelles ruinées. Cette armée de colonnes de lave vieilles de 2000 ans, haute parfois de 20 mètres, est due à la rencontre explosive entre la lave en fusion et l'eau fraîche d'un marécage. Tout comme ceux de l'ouest, les fjords de l'est font aussi partie des zones géologiquement les plus anciennes d'Islande et marquent tout son littoral oriental. Bien que beaucoup moins profonds que leurs cousins occidentaux, ils sont beaucoup plus encaissés et tout aussi spectaculaires, à l'image du Seyðisfjörður. Comme ailleurs sur les côtes islandaises, les falaises qui l'encadrent sont le refuge de très nombreuses populations d'oiseaux que les habitants ont longtemps chassés et qui aujourd'hui font l'objet d'une protection quasi intégrale.
À l'extrémité du fjord, le domaine de Skalanæs est l'écrin d'une nature époustouflante, royaume d'une avifaune toujours effervescente. C'est ici qu'Ólafur Pétursson a créé son petit paradis. L'environnement de Skalanæs a ceci de particulier que le paysage a été totalement transformé par les premiers colons qui se sont installés dans la région. On trouvait des forêts auparavant, un paysage totalement différent. Plus tard, diverses espèces y ont été introduites et elles occupent aujourd'hui une place importante. Des plantes comme le lupin, mais aussi des espèces animales comme le renne. Il y a surtout une extraordinaire population d'oiseaux. Des milliers de spécimens nidifient dans la région. On pourrait dire en quelque sorte que ces lieux se colonisent eux-mêmes. Représentatif des écosystèmes des fjords de l'Est, Skalanæs se veut un lieu d'apprentissage et d'interaction avec la nature. Nous avons créé un centre de recherche où nous accueillons des étudiants et des élèves du secondaire, sans oublier les nombreux touristes qui nous rendent visite. Ces lieux n'appartiennent ni à moi, ni à qui que ce soit d'autre. Ils existent, tout simplement. Installé avec son épouse sur cette ancienne ferme familiale depuis 2005, Ólafur mène lui-même un travail de recherche universitaire. Il explore les liens entre le développement durable humain et la protection de la nature au sein d'espaces protégés islandais, y compris le sien. Mes études m'ont conforté dans l'idée qu'il était vain de vouloir séparer l'homme de la nature et que les deux peuvent coexister en harmonie. Dans cette région, c'est particulièrement visible. Dans certains cas, les oiseaux peuvent grandement bénéficier de la cohabitation avec l'homme. Si leur population est si nombreuse autour du centre de recherche, c'est parce qu'ils y rencontrent moins de prédateurs. Les renards se tiennent à distance, car ils perçoivent la présence de l'homme. C'est un peu comme ça que je vois les choses. L'Islande est un pays empreint de mythologie, qui fascine aujourd'hui un nombre toujours plus grand de visiteurs par son immense patrimoine naturel, mais aussi culturel, l'histoire des colons vikings et la littérature des sagas. L'île est depuis longtemps aussi un lieu recherché par l'industrie du cinéma pour la multitude et la puissance des décors qu'elle déploie. Les Islandais commencent à mesurer le coût de cette popularité. Comme d'autres sites, ce magnifique canyon formé il y a 2 millions d'années est devenu un lieu extrêmement fréquenté. Et il est aujourd'hui victime de son succès. Les autorités ont dû le fermer momentanément afin de le préserver du piétinement des touristes et permettre à la végétation de se régénérer un peu. Bénéficiant d'une période végétative très courte, entre 2 et 4 mois selon l'altitude, la végétation islandaise demeure très sensible à toute perturbation. Et il lui faut des années, voire des décennies pour se reconstituer par endroits. L'érosion des sols reste l'un des principaux fléaux de l'Islande. La plantation de lupins un peu partout dès les années 1950 a contribué à stabiliser les sols et à y piéger l'azote. Mais la plante s'est montrée quelque peu invasive et fait aujourd'hui concurrence à une végétation endémique déjà rare. Les Islandais savent que leur nature exceptionnelle est leur bien le plus précieux et ils veillent à ne pas surexploiter ces ressources naturelles.
L'Islande est un joyau de nature. Aux hommes de le préserver à tout prix.